Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Le Figaro Magazine, en l'occurrence, plus précisément ce lundi, et pour toute la semaine avec Jean-Christophe Buisson, qui est directeur adjoint de la rédaction. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Vous souhaitez revenir sur le succès tout à fait évident du livre de Nicolas Sarkozy, dont on a pas mal parlé la semaine dernière déjà, qui s'appelle Le temps des tempêtes. Oui, car la tempête est en train de devenir un raz-de-marée, en tout cas en librairie. Rendez-vous compte, pour ces 3 premiers jours de mise en vente, dont un dimanche, le livre de Nicolas Sarkozy s'est arraché à 22 655 exemplaires exactement, selon l'Institut GFK, qui prend en compte ce qu'on appelle les sorties-caisses, c'est-à-dire les exemplaires dûment payés par les clients. Oui. À titre comparatif, son précédent livre, Passion, avait séduit en juin 2019 30 000 acheteurs, mais sur 4 jours, et à une période où la librairie se portait mieux, le Covid-19 n'étant pas encore passé par là. C'est donc un grand succès de librairie qui se profile, et l'ancien président peut viser les 200 000 exemplaires d'ici la fin de l'été. Bon, ça c'est dit, mais qu'est-ce que ça signifie, ce succès du bouquin de Sarkozy, selon vous? Alors, si on lit Le temps des tempêtes et qu'on écoute les commentaires de Sarkozy lui-même depuis une semaine, il ne faudrait rien en conclure. Sinon qu'il vend plus de livres que François Hollande, ce qui le ravit évidemment. Plus sérieusement, comment ne pas voir dans ce succès un double signe politique? D'abord, émane de cet événement ce sentiment qu'on retrouve souvent chez les Français à l'égard des hommes d'État ayant quitté le pouvoir, la nostalgie. Entre 2007 et 2012, on adorait, encensait autant que tensait Nicolas Sarkozy, figure politique clivante et qui s'en félicitait. Il faisait autant le bonheur de ses partisans que de ses opposants, et chacun s'en souvient avec un peu de mélancolie. Deuxième élément qui n'est pas sans rapport avec le premier, c'est évidence qu'il occupe une place à part dans le cœur des électeurs de droite et que personne ne l'a remplacé depuis son départ. S'il avait fédéré, en tout cas dans sa conquête du pouvoir, ce que René Raymond appelait les trois droites, par son tempérament, son habileté, son volontarisme, aucun de ceux ayant tenté de reprendre son flambeau après lui n'a réussi, même temporairement, à réunir sur son nom les familles dispersées de la droite, libérale, conservatrice ou autoritaire. Et en toute logique, Jean-Christophe Buisson, on peut imaginer que ce succès annoncé de son nouveau livre pourrait lui donner des envies de retour à Monsieur Sarkozy, non? Mais là encore, l'intéressé s'en défend avec ardeur. Après l'échec cuisant de la primaire de 2016, pas question de se jeter à nouveau dans l'arène. Sarkozy le dit et le répète, sa vie de famille et ses activités professionnelles, loin des joutes politiques, le comblent. Et gageons qu'avec ses succès de librairie, il reprendra la plume pour mettre ses pas dans ceux ô combien prestigieux de Churchill et de Gaulle, qui furent aussi des auteurs de mémoires à succès. De Gaulle, parlons-en. Difficile de croire que Sarkozy ne pense pas à celui-ci quand il s'était retiré sur son Aventin de Colombey les deux églises. On le sait, c'est en raison d'une situation exceptionnelle, la guerre d'Algérie, que le général avait accepté de revenir au pouvoir. Or, Sarkozy, justement, a toujours dit qu'il ne reviendrait en politique qu'en cas de situation d'extrême gravité, si on estimait que son expérience des tempêtes passées pouvait aider son pays. Et est-ce qu'il vous semble que la crise du Covid et la situation économique extrêmement difficile du pays sont des tempêtes assez graves pour que c'est-à-dire Emmanuel Macron, en l'occurrence, songe éventuellement à M. Sarkozy? Alors la France d'août 2020 n'est pas celle de mai 1958. Notons néanmoins qu'Emmanuel Macron a prévu d'inviter Nicolas Sarkozy à dîner cet été au fort de Brégançon. Mais ce sera sûrement pour le féliciter de contribuer à la survie de la librairie française. Bien sûr, et d'ailleurs ce thème est développé ce matin dans le journal L'Opinion, où il est écrit noir sur blanc que de plus en plus Emmanuel Macron se prend à penser que M. Sarkozy pourrait être un rival pour 2022. Nous verrons bien, tout cela est en suspens. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Vous revenez demain et jusqu'à vendredi, sans faute, pour l'édito politique de Radio Classique. Il est 8h16 exactement. Merci de nous écouter et aussi l'invité tout de suite. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. L'invité, c'est Dominique Carlac, qui est vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Madame Carlac, bonjour. Bonjour Bernard Poirette. Dominique Carlac, est-ce que le pire en matière de répercussions économiques et industrielles de la crise du Covid est devant nous ou derrière nous, selon les études que vous avez pu mener au MEDEF? Comment voyez-vous les choses? Alors, pour nous, le pire n'est jamais certain. Les choses, comment on les voit à travers 2 prismes. On voit d'abord les données économiques des économistes de la Banque de France, de l'INSEE, et puis on voit ce qui se passe sur le terrain. Oui. Et donc, c'est vrai que si on regarde les données de l'INSEE, oui, le choc a été très sévère. Vendredi, l'INSEE a annoncé un recul de l'activité depuis au moins 1949, un choc très très fort, moins 14% du PIB. Et des déficits d'entreprises absolument abyssaux, en particulier pour Renault.
Renault, mais pas que Renault d'ailleurs. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut remettre en perspective quand on a ces chiffres, parce que finalement c'est des chiffres, qu'on dise 14%, qu'on dise 17% ou 11%, en fait, on n'arrive pas à appréhender la réalité qu'il y a derrière. Oui. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que d'abord, c'est une crise qui touche tous les pays du monde, y compris nos partenaires sociaux, commerciaux. Donc, évidemment, ça a un impact sur notre économie. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que heureusement qu'on a eu le bouclier public qui s'est mis en place, parce que celui-ci a permis finalement de freiner et de ne pas générer une crise qui aurait été beaucoup plus profonde, avec tout ce qui a été mis en place et sur lequel on avait travaillé avec le MEDEF, c'est-à-dire le PGE qui garantissait finalement aux entreprises et en particulier aux plus petites, puisque ce PGE est allé à 75% à des PME. Je précise, ça leur a permis de tenir. Ça veut dire PGE, ce sont des acronymes. Le prêt, voilà. C'est le prêt garanti par l'État. C'est-à-dire qu'une petite entreprise, elle ne va pas mourir de moins de clients momentanément ou temporairement. Oui. Elle va mourir de j'ai tous les mois mes charges à faire, je n'ai plus de trésorerie. Et le PGE a permis d'être massivement attribué à 75% aux PME, et c'est ce qui a permis d'éviter quand même beaucoup de défaillances, non pas par manque d'activité, mais par manque de trésorerie. Je précise que ça a bénéficié à 600 000 entreprises actuellement au dernier pointage, pour un total de 113 milliards d'euros, tout ça étant garanti donc sur fonds publics. Tout à fait. Alors, il y a eu le chômage partiel également qui a permis, quand nous on a milité pour que ça soit un remboursement intégral, ça a permis de se dire, la solution c'est le chômage partiel, c'est-à-dire je maintiens l'emploi, je ne suis pas obligé de licencier face à ma baisse d'activité qui est en train de se cumuler. Oui. Donc ça a permis de conserver l'emploi en se disant, en des jours meilleurs, on va retrouver finalement les salariés qu'on avait mis en chômage partiel. Alors, pour certains secteurs. Tout cela est fort bien, Dominique Carlac, mais tout cela, vous le dites très clairement, c'est parce que l'État met de l'argent public sur le tapis pour soutenir l'économie. Et donc, il s'endette pour ça. Le problème est le suivant. Est-ce que c'est une dette que nous ne rembourserons jamais, auquel cas l'affaire est réglée, ou est-ce qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir que l'État trouve de l'argent et donc augmente les impôts sur les particuliers et sur les entreprises aussi? Alors, augmenter les impôts en période de sortie de crise, on l'a vu en 2008, c'est la récession assurée. Donc, c'est même pas la peine d'aller sur ce terrain-là. En revanche, il y a deux voies possibles. Il y a une voie qui est la gestion de la dette elle-même, et se dire, est-ce que face à une crise historique, qui n'est pas une crise économique, il faut le rappeler, c'est une crise sanitaire sur laquelle on décide raisonnablement d'arrêter l'économie parce qu'il faut se confiner. Donc, comment on peut la régler? C'est on peut raisonner sur une dette à étaler sur un plus long terme, parce que c'est une dette qui n'est pas une dette générée par l'économie pure. Et puis la deuxième chose, c'est relancer la consommation. Parce que comment générer des recettes? C'est la consommation qui génère des recettes. Et là, il y a des signaux vraiment encourageants, tout récents. Les voitures. Qu'on relève. Oui, mais pas que. On voit que la dépense de consommation des ménages, au global, en juin, a été plus forte qu'avant la crise Covid. Donc c'est quand même intéressant d'observer ça. Et un autre indicateur qui est très intéressant à suivre, parce qu'on l'a jamais sous la main, c'est que dans le commerce de proximité, le commerce de tous les jours, les terminaux de paiement électronique, quand vous prenez votre carte bleue, indique que l'activité est revenue à son niveau d'avant-crise. On a même un pic, parce qu'en gros, avant-crise, on avait 270 millions d'euros qui transitaient chaque jour sur les terminaux de paiement. Pendant la crise, de ces 270 millions d'euros, on est passé seulement à 100 millions d'euros. Vous imaginez, tout le monde était chez lui, personne ne consommait plus, et c'est pas la consommation à distance qui l'a compensé. Et on est actuellement à 300 millions d'euros, c'est-à-dire 3 fois plus que pendant la crise Covid. Donc probablement, il y a eu deux bons réflexes, il y a eu l'État a fait ce qu'il fallait, et finalement le consommateur est en train de retrouver la confiance. Et c'est pour ça que l'on dit au MEDEF que le principal ingrédient d'une reprise économique, ça reste quand même la confiance. Et quand on indique, face au recul du PIB, le fait que le niveau de dépenses des ménages
est plus fort qu'avant la crise, que le niveau des terminaux de paiement électronique est plus fort qu'avant la crise, c'est important de laisser sa chance au scénario optimiste. Dominique Carlac, pour parler spécifiquement du secteur automobile, qui est un énorme employeur ici en France, donc on a vu qu'au mois de juillet, il y a eu un rebond extraordinaire du nombre de voitures neuves vendues en France. C'est vrai qu'en 5 mois, ils n'avaient rien vendu, d'où les résultats de Renault, etc., oui. etc. Et dans le même temps, on apprend que la prime à la conversion vers les voitures propres va baisser de manière drastique. Et là, on se dit, c'est bizarre parce que il y a l'impératif écologique, ça c'est clair et net, et il y a aussi l'impératif économique qui est vendons des voitures, mais des voitures propres. Est-ce que vous comprenez que la prime baisse nettement? Alors moi, ce que je comprends, c'est surtout qu'elle se poursuive. Parce que oui, elle continue, mais que la prime se poursuive. On a eu une prime qui a permis de relancer l'achat des voitures au moment de la sortie de crise, parce que le secteur effectivement était confronté à une situation extrêmement difficile avec l'arrêt des usines, la production a chuté, les répercussions sur l'emploi se sont fait sentir, et donc il y a eu un réflexe on met une prime qui permet aux Français de changer de voiture, une prime qui permet d'avoir une voiture neuve, et ça a augmenté. Aujourd'hui, malgré tout, à partir d'aujourd'hui, le 3 août, on a une nouvelle prime. Elle est poursuivie. Et elle est poursuivie pour acheter des véhicules propres. Donc là-dessus, c'est vrai qu'elle pourrait être plus haute, elle pourrait être équivalente. Ce qui est important, c'est de se dire qu'en France, aujourd'hui, on a au premier semestre 2020, pratiquement 10% des immatriculations en France qui sont des véhicules propres, décarbonés, électriques, autonomes. Si on se reporte juste 1 an en arrière, c'est juste 4 fois plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à près de 10% d'immatriculation de véhicules propres. L'an dernier, à la même période, on était à 2,5%, ce qui est rien du tout. Donc, il y a, dans les mesures fiscales, dans les mesures d'aide directe, il y a toujours 2 choses à regarder. Il y a le taux, bien sûr, mais quelque part, les Français ont peut-être moins dépensé pendant la crise, ont plus épargné, donc c'est important d'avoir de l'aide, mais c'est surtout l'incitativité. C'est-à-dire que on dit il faut un accélérateur dans le domaine de la transition énergétique, donc on donne une aide, et finalement, ça permet aux Français de passer à l'acte. Ils se disent pourquoi pas, j'ai une aide. Peut-être qu'elle est moins forte que celle pour changer tout simplement ma voiture, mais c'est un facteur psychologique énorme. C'est-à-dire du jour au lendemain, il y a des gens qui n'y pensaient pas et qui se sont dit finalement, pourquoi pas, je vais acheter une voiture propre. Dominique Carlac, j'ai encore une question à vous poser. À supposer que les épidémiologistes, et ils sont pas tous d'accord sur ce point, disent vrai et qu'on soit à l'approche d'une deuxième vague du Covid-19 pour septembre, octobre. On verra bien parce que personne n'en sait vraiment rien. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes? C'est-à-dire, en clair, est-ce que vous êtes prêts à repartir avec du télétravail massif, en particulier, et pourquoi pas à changer complètement vos modèles de fonctionnement et à établir que le télétravail, c'est pour toujours. Les gens ne viennent plus au boulot et l'affaire est réglée. Et est-ce que vous êtes prêts sur le plan sanitaire également, contrairement au mois de mars où tout le monde a été pris de court? Le 16 mars 2020, tout le monde a été pris de court, que ce soit en termes de protection sanitaire, d'organisation du travail, de télétravail. On a appris en faisant, très clairement. Alors, on a appris en faisant, mais finalement, dans le monde industriel et dans le monde économique, on est quand même habitué à des protocoles de travail. Quand vous visitez une usine, quand vous êtes sur une chaîne de production, il y a des protocoles de travail. Donc, s'il faut ajouter dans ces protocoles des mesures sanitaires, de protection sanitaire, de sécurité, on sait le faire parce que c'est déjà comme ça que tourne l'économie. Alors oui, la réponse est oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts d'une part sur le plan sanitaire, puisque tous les protocoles grâce au dialogue social dans les grandes entreprises, dans les services, dans l'industrie, dans les petites entreprises ou les grandes, tout le monde a établi des protocoles parce que tout le monde avait intérêt à ce qu'il y ait poursuite d'activité. Tout simplement, si on se place du point de vue du salarié pour garder son job, et si on place du point de vue du chef d'entreprise pour poursuivre l'activité. Et le télétravail, et le télétravail pour toujours, pourquoi pas? Alors, le télétravail pour toujours, je pense que c'est compliqué, le télétravail pour toujours, parce que ce soit les salariés ou les employeurs ou les fournisseurs, on a besoin à un moment donné de se retrouver sur le même lieu de travail pour coopérer, pour collaborer. Donc sinon, on serait tous des freelances et ça ne marche pas de la même manière, ça n'a pas la même dynamique. En revanche, instiller une dose de télétravail dans ce qu'elle a révélé de positif
à savoir, ça permet de moins prendre les transports de temps en temps, ça permet d'articuler vie pro, vie perso pour certaines circonstances, c'est pas mal. Mais je dis instiller une dose, parce que tout télétravail, on a eu des remontées de terrain, plus managériales et plus des salariés disant non, ça n'est pas possible, je ne peux pas parler toute la journée à mon frigo et je ne peux pas être coupé du lien social et je ne peux pas finalement être dans un style de collaboration, de coopération qui m'éloigne d'une sphère et d'une communauté de travail qui est quand même un peu plus efficace et plus encourageante socialement en tout cas. Merci beaucoup Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF sur Radio Classique ce lundi matin. Je vous souhaite un bon été Dominique Carlac et de bonnes vacances si vous en prenez. Merci beaucoup. Il est 8h27 exactement, bienvenue si vous prenez en marche cette matinale d'infos. Dans une minute, Laurent Sailly met sa note américaine. La convention républicaine de Charlotte, c'est dans 3 semaines exactement. La question étant de savoir si elle va se dérouler avec ou sans journalistes.